Pourriez-vous nous dire comment vous vous appelez, s'il vous plaît? Roxane Lefebvre. Si l'on devait ouvrir votre carnet de texte, quel est le paysage ou l'émotion qu'on retrouverait le plus souvent? Eh bien donc, oui, je pense qu'on verrait la mer avec peut-être une tempête, mais assez exaltante, ouais, des émotions assez fortes, assez romantiques en fait. Bon, moi j'écris depuis vraiment très longtemps, depuis que je suis enfant. Et bah, après j'aurais pas imaginé me retrouver sur une scène de slam. Longtemps j'étais plutôt avec des modèles un peu oppressants, genre Rimbaud, Verlaine, et je me disais qu'est-ce que je peux bien faire après ça. Et donc il y a eu la première scène ouverte, ça s'appelait, mais au Festival Maelstrom, où j'ai dit bon bah je venais de faire un atelier d'écriture, premier atelier d'écriture aussi, où j'écrivais avec des autres. Et voilà, on était invités à lire, donc j'ai lu et j'ai entendu aussi les autres, je me suis dit, ah mais en fait il y a de la place pour tout. Et je ne me pose plus la question de savoir si je fais du slam ou de la poésie ou juste les mots et la musique des mots et bien sûr l'oralité et de partager par la voix, par la présence. Les moments que je préfère, c'est quand je sens vraiment tout mon corps qui est là dans les mots qui sont partagés. Je pense que vous avez aussi une corde à votre arc qui est dans le clown. Alors moi je viens de la danse, donc c'est sûr que le corps il est très premier et je crois d'ailleurs que très longtemps j'ai eu besoin de retourner beaucoup au corps avant de me sentir légitime à écrire, comme si j'avais l'impression que écrire c'était trop mental et que j'allais pas être connectée à une vraie réalité tant que j'allais pas être vraiment fort incarné, je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup dû voilà, explorer le corps par la danse, et puis le clown est arrivé comme une révélation, parce qu'il y a tout dans le clown, c'est merveilleux. Le clown, on peut parler, on peut chanter, on peut danser, on peut se planter, et c'est vraiment l'instant, c'est justement cette joie du moment présent partagé. Donc pour moi, les scènes slam, ça me fait souvent penser d'ailleurs un peu au clown, parce qu'il y a cet endroit de dévoilement, de fragilité, de bienveillance, d'accueil de ce qu'il est, avec ce soutien quand c'est un peu fragile, et en même temps c'est beau aussi pour la personne prendre un risque. En fait, c'est ça aussi, le goût du risque. Mon paysage, c'est peut-être des endroits où il y a du risque qui rend vivant. Comment est-ce qu'on ressent l'atmosphère ici à Huy? Comment est-ce qu'on pourrait la définir, sentir l'énergie ici en particulier? En tout cas, je trouve qu'ici à la slamerie, il y a vraiment quelque chose de... On sent qu'il y a une famille de bénévoles et de plein de personnes qui gravitent. C'est sûr qu'on se sent vraiment accueillis et il y a déjà comme un vivier déjà très vivant et soudé. Voilà, on n'arrive pas avec toutes des personnes isolées. Bon, après, souvent dans les scènes, quand même, il y a des gens qui reviennent et donc on sent les habitués. Donc c'est sûr que de toute façon, la scène slam, pour moi, c'est un endroit de collectivité parce que c'est toujours, comme je disais aussi, ce soutien à la personne qui prend le risque. Donc c'est un individu, mais au sein de ce collectif, et puis le public passe sur scène. Enfin, il y a vraiment, c'est ça, je trouve ça très beau, cet endroit même politiquement, parce que souvent, je suis aussi artiste de théâtre, et parfois je me dis, mais c'est toujours les mêmes qui sont sur scène, et puis les mêmes qui regardent, et là je trouve ça génial que ça alterne et qu'on passe de spectateur à voilà, celui qui donne, celui qui reçoit, et que ça circule. Je trouve ça vraiment très précieux. Alors selon toi, est-ce que le slam est une arme révolutionnaire? Oui. Oui, bah, je crois. Enfin, moi je pense que c'est très, comme on dit maintenant, empouvoirant. Enfin, c'est ça qui est beau, c'est de voir les personnes aussi venir, je disais prendre leurs risques, mais aussi du coup assumer, porter la voix. Enfin, c'est toutes des choses qui dans la société ne sont pas forcément possibles, enfin, venir encourager. Donc c'est quand même un endroit de prendre sa place et de venir parler de choses intimes et politiques. Et donc bien évidemment c'est révolutionnaire au niveau de l'intime, et comme l'intime est éminemment politique, je pense que le plus intime c'est le plus universel, s'écouter les uns les autres, créer des climats de bienveillance. Enfin, moi je trouve que politiquement c'est vraiment un modèle de société idéal, c'est un peu presque une utopie. Ça pourrait être comme des cellules qui pourraient après rayonner dans la vie de chacun, chacune, et aller se contaminer le reste de nos vies, et que petit à petit peut-être on insufflerait un vent positif. Alors concernant tes sources d'inspiration, qu'est-ce qui dans ton quotidien ou dans l'actualité te donne l'urgence absolue de prendre soit la plume, soit le micro? Comme je disais, j'écris depuis vraiment longtemps, et alors depuis que je publie et que du coup en plus j'ai la sensation que ça peut se partager non seulement sur une scène mais aussi en étant lu, mais tout devient détonateur. C'est un peu impressionnant. Alors après, moi je suis beaucoup avec le très intime, je crois que ça vient aussi de ma pratique du coup, je sais pas, ou bien de ma personnalité, ou peut-être du fait que je sois une femme, je me pose beaucoup de questions là-dessus. Mais en tout cas les choses très intimes, mais parce que ce que j'adore, c'est quand le très intime, comme je disais, devient universel. Et je crois vraiment que bizarrement, c'est pas un truc d'égo trip, parce que bizarrement plus on descend dedans, plus on se défait aussi de peut-être ce qui est l'ego. Je sais pas, il y a quelque chose qui est comme une alchimie, où on va vraiment tellement au noyau de ce qui fait qu'on est un être humain, un être vivant même,
moi je suis très en lien avec les autres, voilà, les non-humains, comme on dit maintenant, l'ensemble du vivant, et donc vraiment de redescendre au plus profond de la sensation d'être en vie. Ben, ça vient complètement universel et ça vient parler de tout ce qui manque à notre société, à savoir l'empathie, l'amour, justement la sensation d'être vivant. Enfin, pour moi, être vivant aujourd'hui, c'est vraiment politique, quoi, d'être dans son corps, d'être dans son amour, dans son cœur, d'ouvrir. Enfin, c'est toutes des choses dont on a tellement besoin. Concernant tes derniers ouvrages, est-ce que tu en as éventuellement avec toi que tu pourrais nous présenter? Alors, j'ai le petit premier qui est un petit bootleg, là, cette super collection de chez Maelstrom à 3 €. Donc très facile à... Voilà, j'ai pas de mal à me dire, tiens, si ça vous intéresse. Qui s'appelle donc Falaise, Chronique d'une révolution, et qui est un peu la première chose qui est sortie, et ça a été même pour moi une vraie révolution, parce que j'ai l'impression d'avoir écrit pendant 40 ans, enfin j'exagère, un peu moins, mais bref, longtemps, et que tout à coup ça sortait, et ça vient pour le coup d'une histoire très très intime, enfin une histoire d'amour, hein, voilà. Mais voilà, un chagrin d'amour comme terre de révolution, comment le chagrin d'amour comme crise fait écho justement à la crise du monde aussi. Enfin, moi, c'est ça que j'adore, c'est faire tout le temps des parallèles entre les crises personnelles et les choses sociétales. Et donc, il y a plein de questionnements, entre autres sur l'exclusivité. Enfin, ça permet d'interroger plein de choses. Et puis, comment c'est un des grands sujets, je pense, pour lesquels on écrit, c'est quand on est détruit, comment on se reconstruit par les mots. Et je crois beaucoup dans la force du récit, le fait de raconter. Je suis en train de sortir un nouveau livre sur le même sujet, parce que j'avais encore besoin. Et même je crois vraiment que ça reconstruit le fait de mettre ensemble les éléments, de trouver du sens. Enfin, je crois vraiment que c'est notre médecine d'humain, quoi. C'est notre plus grande magie. Je crois que même dans Harry Potter, il le dit, ils ont trop raison. Voilà, ça c'est le premier. Et le deuxième, c'est un gros, là pour le coup, je me suis un peu lâchée. Voilà, qui s'appelle Alma à l'horizon de nos ventres, et qui part d'une femme qui essaye d'être enceinte et ça ne fonctionne pas, et puis qui interroge c'est quoi la maternité dans ce monde aujourd'hui d'abus et d'obus et les corps des femmes qui sont quand même bien traumatisés depuis bien longtemps, et comment on se laisse traverser ou pas par la vie. Donc il y a, voilà, la moitié c'est l'attente de l'enfant, puis la moitié c'est la grossesse, et tout ce que ça vient réveiller de mémoire, de trauma transgénérationnel, et en même temps de l'humanité, aussi tout ce qu'elle fait à la terre, et cet endroit de l'extractivisme qui est non seulement le viol et tout ça, et puis en fait le viol de la terre, et aller retourner pour aller extraire, s'enrichir. Enfin, c'est très écoféministe, et vraiment beaucoup ce parallèle de nouveau entre le corps et puis le grand corps que nous sommes tous ensemble et qui nous nourrit et dont on devrait se sentir faire partie. Bon, voilà, très résumé. Je pourrais encore en parler longtemps parce que ça me passionne. Ça donne l'eau à la bouche pour les spectateurs qui pourraient regarder. Où pourront-ils retrouver ces ouvrages ? Alors ils sont en tout cas chez Maelstrom à Bruxelles, ils sont à la Slamerie, ils sont en ligne sur le site de Maelstrom, et alors il y a quelques librairies. On peut aller voir sur Librel. Ça, c'est le truc des maisons, non, comment ça s'appelle, des libraires indépendants. Et alors, on tape le titre et on voit dans quelle librairie indépendante. C'est chouette de soutenir les librairies indépendantes plutôt que de toujours aller à la Fnac ou je sais pas quoi. Et donc là, on voit dans quelle librairie en Belgique il y a des livres qui sont comme ça, un peu de. Voilà, c'est une maison aussi d'édition indépendante, donc c'est quand même aussi des réseaux un peu alternatifs. Et c'est bien de soutenir les réseaux alternatifs où la révolution est en cours, si. Alors, si on voulait suivre tes actualités, aussi bien littéraires que éventuellement autres artistiques, où peut-on retrouver tes actualités ? Sur les réseaux, hein. Bon voilà, les GAFAM, on essaye de les nourrir avec des jolies choses au moins. Là j'ai pas encore réussi à en sortir, mais donc je suis sur Facebook, à mon nom, Roxane Lefebvre, et sur Instagram, alors là je m'appelle pas du tout Roxane Lefebvre, même si peut-être on me trouve, mais je m'appelle Pénélope Sève, poétesse. Pénélope Sève, c'est mon nom de clown. Comme tout le monde prenait un pseudo, j'ai fait moi aussi. Je te remercie Roxane pour ce moment, et c'était une très belle découverte en tout cas pour ma part. Merci beaucoup.